BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, une grande interview un peu exceptionnelle. Je reçois François Jacov, qui est directeur général d'Air Liquide. Bonsoir François Jacov. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là. Vous me direz, c'était le jour où il fallait être là, parce que vous avez publié vos résultats tout à l'heure, avec un bénéfice record à plus de 3 milliards. On va revenir un petit peu là-dessus. Mais surtout, du coup, il y a un record historique en bourse, et Dieu sait que la bourse, et notamment les actionnaires individuels, c'est important. C'est une longue histoire avec Air Liquide. Tout à fait, on a un actionnariat qui est fidèle, en particulier des actionnaires individuels. 34%, c'est énorme. On a plus de 800 000 actionnaires individuels, et d'ailleurs ce chiffre est encore en progression. Dans quelques jours, on va donner les derniers chiffres pour 2024, et vous verrez qu'on a encore de nouveaux actionnaires. Donc ça monte à combien à peu près, grosso modo ? Vous allez voir ça dans quelques jours, mais oui, puisque vous êtes là. Puisque vous êtes j'ai là. pas encore le chiffre exact, mais on m'a dit que c'était en progression. D'accord. Très bonne nouvelle. 35%. Tout à fait. Donc un tiers d'actionnaires individuels, j'allais dire de père en fils et de mère en fille. Et c'est une très bonne nouvelle. On en est très fiers et on les remercie de leur confiance. Oui, comment vous expliquez qu'en fait, parce qu'avant il y avait Lafarge, on va évidemment se faire avaler par Holcim, mais il y a un petit peu Saint-Gobain, mais c'est moins le cas. Comment vous expliquez qu'en fait, vous êtes une espèce, aujourd'hui, vous êtes un ovni dans le CAC 40 ? Je ne sais pas si on est un ovni, mais en tous les cas, effectivement, on est un champion dans notre domaine. On arrive depuis 1902 à se réinventer, à réinventer des solutions pour nos clients, pour nos patients, et ce qui fait qu'on reste tout à fait pertinent et en phase avec les besoins, j'allais dire, de notre époque. On va rentrer là-dedans. Oui, ça c'est sûr que vous êtes complètement au cœur des besoins, pour reprendre votre expression, des besoins de notre époque, et en mettant des interrogations, la décarbonation, la santé, l'intelligence artificielle. On va voir tout ça dans un instant. Juste un mot quand même, puisque c'est un record historique aussi pour vos bénéfices, 3 milliards, plus de 3 milliards, 3 milliards 1. C'est une très belle performance, et en plus, vous avez une marge opérationnelle qui est en progression et avec un objectif aussi en progression. Tout à fait. L'année 2024 a été une année, j'allais dire, de record. Record en termes d'amélioration de la profitabilité. On a amélioré notre marge opérationnelle, comme vous le soulignez, mais aussi record en termes de succès commerciaux, puisqu'on a réussi à boucler un certain nombre de nouveaux contrats, des contrats à long terme, avec des décisions d'investissement à 4,4 milliards d'euros. Ouais. Ça, c'est un record. Et en faisant tout ça, on a été capable aussi de diminuer notre empreinte carbone, nos émissions de CO2, ce qui est extrêmement important. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas obligé, parce qu'Air Liquide, c'est vrai qu'on s'arrache un peu les cheveux, heureusement j'en ai beaucoup, parce que vous avez un portefeuille d'activités, et bon, c'est autour de gaz industriel, c'est l'essentiel de votre activité, c'est 44%, mais vous êtes présent dans de nombreux secteurs. Alors, une photographie rapide, pour ceux qui, ne regardent pas la télévision, donc ils ne peuvent pas voir les infographies formidables qu'a fait Erwan Aklar, mais dites-nous, voilà, répartition métier, répartition géographique. Alors, Air Liquide, l'essence de notre activité, c'est de purifier des molécules qui, en particulier, existent dans l'air et révéler, j'allais dire, leurs propriétés extraordinaires qui n'existent pas quand elles sont combinées. Donc, c'est l'oxygène qui est la molécule de la vie, pour la respiration, bien sûr, mais c'est la combustion, par exemple, pour faire fondre des minerais, pour faire de l'acier. C'est l'azote qui est la molécule, j'allais dire, anti-âge, qui préserve les aliments, qui permet aussi aux semi-conducteurs d'être fabriqués dans des conditions de très très haute pureté. C'est l'hélium, qui est une molécule avec des propriétés extraordinaires, très légère. Vous vous souvenez du ballon pendant les Jeux Olympiques ? Oui, bien sûr, même à côté d'ici, oui. Tout à fait, mais aussi c'est une molécule qui permet d'atteindre des très basses températures, par exemple, pour réaliser de la fusion, des aimants supraconducteurs, etc. Et donc, en fait, il y a du Air Liquide partout. Oui. Ça veut dire que dans tout ce que vous fabriquez, à un moment ou à un autre, vous avez besoin de ces molécules essentielles. Et le cœur de notre activité, c'est les produire dans les meilleures conditions et trouver les usages, les nouvelles applications pour répondre aux besoins de l'industrie, mais aussi, et c'est 20% de notre activité, de la santé, puisque c'est l'oxygène
dans les hôpitaux, mais aussi de plus en plus la santé à domicile pour apporter une qualité de soins pour en particulier les patients chroniques. Je disais que vous avez dit ce matin, la décarbonation, c'est une tendance de fond. En même temps, on voit que y a Trump qui est arrivé, ça c'est difficile de l'ignorer, aux États-Unis. Il met un peu des hola partout. Enfin, il y a ce qui se passe, ou du moins ce qui va se passer la semaine prochaine avec le Green Deal qui va être publié, avec la fameuse CSRD qui va être publiée, dont les critères vont être publiés par la Commission européenne. Vous êtes favorable à la CSRD ou vous dites, bon, c'est trop compliqué là, les 700 critères, on s'en sort pas? Alors, il y a plusieurs éléments. Oui, restons sur l'Europe, un moment sur le Green Deal et CSRD. Sur la CSRD, parce qu'on reviendra probablement sur la décarbonation et les besoins de décarbonation, parce que ça, c'est une tendance de fond. Alors, la CSRD, l'intention est extrêmement louable, à savoir plus de transparence dans le reporting environnemental des entreprises et la possibilité de comparer une entreprise à une autre. Sauf que le schéma de reporting, l'architecture qui a été mise en place est d'une complexité sans nom. C'est aujourd'hui 1850 questions fait, qui sont posées. Oui. Alors, c'est vrai que vous avez le choix, sauf que pour une entreprise comme Air Liquide, ça veut dire 1200 questions. Pour vous, ça monte jusqu'à 1200, d'accord. Okay. Donc, 1200 questions qui sont diverses et variées. Par exemple, sur 750 usines, on doit donner le menu détail de la consommation énergétique en séparant 7 types de consommation d'énergie, les différents types de consommation d'énergie renouvelable, etc., etc. C'est aussi des plans d'action, des politiques pour chacun des enjeux du groupe. Oui. Alors, vous voyez que c'est énorme. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont travaillé depuis 1 an pour préparer ceci en centrale, mais c'est à peu près 1600 personnes dans le groupe qui ont été, à un moment ou un autre, sollicitées pour récolter des informations. Et là, ces personnes, leur travail principal, c'est de réaliser les projets. Vous voyez bien aussi que cette source d'information, c'est une mine d'informations pour nos concurrents, en particulier américains, qui ne sont pas soumis à ce reporting. Et peut-être pour finir, j'allais dire, il faut simplifier, et Air Liquide, comme un certain nombre de champions français et européens, n'a pas attendu cela pour prendre un certain nombre de mesures. Ouais. On était les premiers dans notre industrie à prendre un objectif de diminution de nos émissions de carbone. Et aujourd'hui, en termes d'intensité carbone, on est à 40% de moins par rapport à 2015. Donc, c'est un peu surprenant qu'on est en train, j'allais dire, de pénaliser quelque part, avec un reporting qui est surabondant, des entreprises européennes qui, pour beaucoup, sont déjà, j'allais dire, les bons élèves. Oui, absolument, parce que nous, on produit, vous produisez de l'énergie décarbonée, donc c'est ça qui est un peu absurde. Mais en même temps, est-ce que pour autant, il faut arrêter ça? Mais quand vous dites qu'il y a 1600 personnes, alors pas que, évidemment, qui ont travaillé sur tous ces critères, sur toutes ces normes, alors ça va quand on fait comme vous 27 milliards de chiffre d'affaires, mais évidemment, pour une entreprise qui est plus petite, c'est plus compliqué. La décarbonation, tendance de fond, mais où? En Europe? Oui, malgré tout. Même si on voit qu'il y a un petit peu d'interrogation. Mais alors aux États-Unis, où vous êtes très très présent, vous êtes, je crois, le leader justement du gaz industriel aux États-Unis. Vous avez un énorme projet avec Exxon Mobil. Et Trump, il arrête un peu tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez les choses, François Jacob? Alors, la décarbonation, c'est une tendance de fond. Et pour nous, c'est vraiment une contribution qu'on peut apporter à l'industrie. Pendant des années, nos clients nous ont demandé de produire plus. Aujourd'hui, ils nous demandent de produire mieux. Et produire mieux, ça veut dire produire avec moins de carbone. Alors, l'Europe, on y reviendra probablement, a été en pointe. Et on a encore un certain nombre de projets qui sont extrêmement actifs. Les États-Unis également, on rejoint avec l'Inflation Reduction Act, le fameux IRA, qui aujourd'hui a été mis entre parenthèses. Donc, on voit qu'il y a un certain... Il a été mis entre parenthèses parce que justement... Alors, oui, c'est ce que vous observez, c'est important ça. Non, il y a des choses, qui ont été validées, il y a des choses qui ne sont pas encore validées, et pour l'instant, c'est un peu l'inconnu sur le futur. Ceci étant dit, donc, il y a eu, depuis plusieurs mois, une rationalisation dans toutes les initiatives. Il y avait une espèce de bulle qui s'est créée où tout le monde s'engouffrait sur l'hydrogène, sur le CO2, etc. Et la couleur de l'hydrogène? Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'avec cette rationalisation, il y a un certain nombre de projets qui ont disparu et les projets les plus solides, les projets économiques, restent et continuent. Donc, nous, dans notre portefeuille de projets, on a, en particulier avec ExxonMobil, mais avec un certain nombre d'autres clients, des projets qui sont tout à fait actifs, qui continuent,
qui probablement dans les prochains mois ne seront pas, je veux dire, confirmés, mais qui continuent, ou sur lesquels on continue à travailler, parce qu'il y a tellement d'incertitudes dans l'ensemble du contexte économique. Ceci étant dit, donc vous pensez qu'il y aura des projets qui ne seront pas confirmés? Mais qui ne seront pas confirmés dans les prochains mois. On a probablement là quelques mois d'incertitude. Sur Exxon, le gros projet avec ExxonMobil, qui est le plus important, ça sera le plus gros investissement que vous avez jamais réalisé. Tous les signaux qu'on a, y compris les signaux qui viennent de notre client Exxon, sont des signaux positifs. On continue à travailler, il continue à travailler sur ce projet-là. La décision finale d'investissement viendra probablement dans la deuxième partie de l'année, mais on est extrêmement confiant sur ce projet-là. Parce que c'est des projets qui sont solides, qui répondent à des besoins, qui sont des besoins de produire un certain nombre de biens, de produits chimiques ou d'énergie avec un contenu carbone beaucoup plus faible. Mais par exemple, juste pour être concret, mais vraiment en 2 secondes, ça consiste en quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites pour ExxonMobil? Alors, ce qu'on fait pour ExxonMobil, ils vont produire une très grande quantité d'hydrogène. Pour être capable de produire cet hydrogène, ils vont mélanger du gaz naturel et de l'oxygène. Et donc, on va fournir de très grandes quantités d'oxygène. Puis, à partir de ce mélange, on fait de l'hydrogène qui contient aussi du CO2 qui va être capturé et séquestré. Et donc là, on va avoir une source d'hydrogène qui va pouvoir être utilisée pour la pétrochimie, pour le raffinage, pour l'export d'énergie sous forme décarbonée. Oui. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit comment ça se passe là. C'est les dessous de la décarbonation. Tout à fait. Si on bascule de ce côté-là, peut-être juste les États-Unis, c'est de plus en plus important pour vous. Dans le climat actuel géopolitique, est-ce que vous allez appuyer encore plus sur les États-Unis? Alors, les États-Unis restent une des économies majeures, si l'économie évidemment. majeure. Ça représente 1/3 de notre chiffre d'affaires. Ouais. On est extrêmement présent. Comme vous le mentionniez, on est numéro 1 dans notre secteur aux États-Unis. Et donc, on est très bien positionné sur l'ensemble du territoire et dans tous les secteurs de l'industrie pour bénéficier de toutes les opportunités de croissance. Donc oui, on va continuer à croître aux États-Unis. Et si le rebond se confirme, que ce soit dans l'industrie, dans les semi-conducteurs ou dans tous les secteurs de l'industrie, bien sûr, on va en profiter aux États-Unis. Oui, donc c'est en train de devenir plus important que l'Europe. Alors, François Jacob, reconnaissez pour Air Liquide. Il n'y a pas de plus important. Non, mais... ce qu'a fait la force du groupe Air Liquide dans toutes ces années, c'est la diversité de notre empreinte géographique et de nos secteurs industriels. Et ce qui nous permet, quand il y a une région qui va un petit peu moins bien que l'autre, de profiter de la croissance. C'est le cas. En ce moment, mais effectivement, probablement dans un futur proche, les États-Unis vont démarrer en premier. Ce qu'on voit aussi... ils ont une croissance à 2,8, nous on a une croissance qui est à 0,9. Donc si vous voulez, ça y est, c'est déjà le cas. Je ne parle pas de l'Allemagne. Et puis par rapport à l'Europe qui traverse une phase de restructuration en particulier. Mais on a d'autres secteurs, les semi-conducteurs en Asie ou ailleurs. C'est un secteur extrêmement dynamique par exemple. Oui, mais l'Asie pour l'instant c'est que 5,3 milliards, là où les autres sont justement à 10 milliards. Alors là, on va parler de l'Europe, où il y a cet enjeu de décarbonation et surtout, il y a cet enjeu de désindustrialisation. Il faut quand même qu'on emploie le mot. Or, vous travaillez beaucoup avec des industries. Je prends l'industrie de la chimie. Vous avez vu toutes les difficultés que traverse la chimie européenne, à se demander si on aura encore une chimie européenne. Je prends un seul exemple, puisque hier je recevais François Omril, qui est le président de la CFE-CGC, qui était depuis 20 ans chez Vancorex. Vous connaissez Pont-de-Claix, c'est un grand plateau où il y a la chimie, où vous êtes, où il y a Air Liquide. L'usine, ça y est, elle ferme, ou du moins elle est reprise par un fonds et il y a beaucoup moins d'employés. Est-ce que vous pensez que l'industrie de la chimie en Europe, elle a encore une chance ? Alors, il faut que l'Europe, fasse levier sur ses forces. Avoir une industrie est essentiel pour créer des emplois, pour créer de la valeur, mais aussi dans une optique de souveraineté. Et donc, il faut que l'Europe identifie un certain nombre de secteurs où on peut développer des avantages compétitifs. Il faut faire levier sur ce qui est nos points forts, l'innovation, la qualité de nos équipes, bien sûr, et la capacité à adresser des marchés qui ont aussi une demande, en particulier, parce qu'on a une ambition autour de produire mieux. Oui. Donc la chimie ne rentre pas dans votre feuille de route, en tous les cas, tel que vous la décrivez. Pour la chimie de base,
seuls les sites probablement qui seront les plus compétitifs, les plus intégrés, et il y en a un certain nombre en Europe, dans les grands complexes pétrochimiques, ceux-ci vont être capables de continuer à se développer. Après, il y a tout un volet de la chimie de spécialité, qui est une des forces de l'Europe, qui devrait pouvoir continuer à se développer. Mais je pense que c'est important que aussi les gouvernements continuent à soutenir, avec une ambition en particulier de produire mieux, de décarbonation, parce que je pense que cette transition énergétique est une vraie opportunité pour l'Europe pour moderniser son outil industriel, que ce soit dans la chimie, dans la sidérurgie, dans le raffinage. Oui, mais vous voyez, même la sidérurgie, j'en parlais encore avec Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, et il a raison. Et quand il dit, mais ça y est, l'industrie, l'ArcelorMittal, les Mittal sont en train de rapatrier beaucoup de fonctions support en Inde, et puis de fermer, je ne dis pas qu'ils vont fermer Dunkerque tout de suite, mais enfin, de fermer quand même des sites. Vous voyez, Oui, mais il y a des façons de produire... L'industrie lourde, finalement, l'Europe n'est plus tellement sur la carte. On a quand même des atouts, et en particulier en France, en termes d'énergie. On a une énergie nucléaire qui, normalement, est abondante, qui devrait être bon marché et qui est décarbonée. Donc, faisons levier sur cette force pour soutenir un certain nombre d'industries qui peuvent tout à fait être, pertinentes. Oui. Prenez le raffinage, sur les biofuels, par exemple. On voit très bien qu'il y a une carte à jouer. Il y a un besoin, que ce soit pour l'aviation ou pour la mobilité, de biofuels. C'est un besoin d'ailleurs pour nous d'hydrogène bas carbone. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir des contrats pour Grand Puy, pour l'AMED, pour la Normandie. Ce qu'on a annoncé cette semaine aux Pays-Bas, exactement pour ce créneau-là, pour être capable... Avec Total Energy, non, aux Pays-Bas, oui. Pour être capable de décarboner, en fait, la production de carburant pour faire des carburants plus durables. Ça, c'est un vrai créneau qui permet, sur une industrie qui était plutôt déclinante, parce qu'il y avait des volumes de diesel et d'essence qui étaient en train de diminuer, qui permet de renouveler l'outil industriel des raffineries pour l'Europe. Donc c'est pour ça que cette transition énergétique, c'est une opportunité de moderniser nos outils, si elle est bien mais est-ce que c'est une opportunité rentable pour vous? Parce que vous voyez, c'est une opportunité, on voit bien que l'innovation, c'est peut-être ça qui va nous permettre de rattraper notre retard, de rattraper le fait qu'on est plus cher, le coût du travail est plus cher chez nous qu'en Chine. Est-ce que pour vous, c'est rentable? Oui. Est-ce que ça reste intéressant pour vous? Bien sûr que ça reste intéressant pour nous, et on est très attachés en tant qu'entreprise internationale avec des racines en France et des racines européennes à, apporter des solutions pour nos clients. Quand on signe des contrats avec des grands de l'industrie, comme vous mentionniez, Total Energy, ce sont des contrats qui sont des contrats à long terme, qui sont des contrats commerciaux, qui répondent à nos critères de profitabilité, parce que Total est capable de justifier un premium pour de l'hydrogène bas carbone, qui est plus cher, mais qui rentre dans leur modèle économique, parce qu'ils font des produits qui sont de meilleure qualité et qui peuvent vendre quelque part plus cher. On va revenir sur vos grands projets, mais notamment il y a la question aussi des gigafactories. J'ai juste une question avant, parce que vous mentionniez le coût de l'énergie, de l'énergie en disant on a une énergie bas carbone. Nous sommes d'accord, mais vous avez j'imagine que vous avez regardé les résultats présentés par Luc Rémont, le patron d'EDF, plus 15 milliards, donc c'est quand même d'excellents résultats pour EDF. Mais si j'en crois certains industriels, le coût de l'énergie chez EDF, il est beaucoup trop cher, et les négociations du reste sur les contrats à long terme ont beaucoup de mal à aboutir. Est-ce que vous avez un contrat à long terme, par exemple, avec EDF, vous, chez Air Liquide? Alors, bien sûr, on a des contrats long terme. Vous en avez signé un, là? Dans la phase précédente, on faisait partie du consortium Excelsium. Ouais. À ce jour, nous n'avons pas signé voilà. avec EDF. Ouais. On a des discussions qui sont un petit peu difficiles, parce qu'effectivement, les conditions de marché font qu'on a besoin d'une énergie, en France en particulier, qui est plus compétitive. Et pour l'instant, ça coince. Vous n'êtes pas le seul. Un patron que j'ai reçu ici qui me dit oui, on n'arrive pas, on a du mal à négocier. Voilà, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi pour l'instant à trouver un terrain d'entente qui correspond à une offre compétitive pour nos clients. Parce que, in fine, l'énergie qu'on achète, elle est refacturée à nos clients sous la forme d'oxygène, d'hydrogène ou d'azote. Qu'est-ce qui peut décoincer ça? Parce que c'est essentiel. Pour vous, c'est essentiel. Alors, c'est à la fois essentiel, mais j'allais dire, heureusement ou malheureusement, la France, dans son ensemble, représente moins de 10% du chiffre d'affaires du groupe Air Liquide. Donc, nous, notre terrain de jeu, c'est le monde. On essaye effectivement de faire le maximum en France et pour la France, mais
il y a de nombreuses batailles et d'opportunités qui se trouvent ailleurs. Oui. Ouais, enfin, c'est un problème. Pour l'instant, vous négociez à combien, là? Ça bloque sur à quel prix? C'est quoi? Kilowattheure? En pleine négociation, donc je vous dirai ça quand on aura conclu. Oui, vous revenez voir quand vous avez conclu, à mon avis, peut-être pour vos résultats 2025. Quand on regarde sur les gigafactories, parce que les gigafactories, je recevais aussi là, le patron d'Orano, on voit que ça a du mal à déboucher sur quelque chose de concret. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des grandes annonces, puis finalement, là, il y avait un abandon de celle avec Stellantis. Pour vous, vous avez des grands projets. Où est-ce que vous en êtes? Vous parlez de gigafactory pour faire des batteries, par Oui. exemple? Alors, quand vous avez besoin de fabriquer des batteries et que vous fabriquez les éléments élémentaires, là encore, vous avez besoin des produits d'air liquide. Vous avez besoin d'air liquide, et absolument. Oui. Pour nous, ça représente des opportunités très significatives. On a gagné plusieurs projets en Allemagne en particulier il y a 2 ans sur des usines qui sont en fonctionnement. On a annoncé une usine avec LG Chem aux États-Unis pour fabriquer des batteries et on a un certain nombre d'autres projets en Asie en particulier, en Chine et ailleurs. Donc, ça représente pour nous des vraies opportunités, mais comme vous le mentionnez, nous, notre activité, elle se situe où nos clients sont et quand il y a des projets. Donc, on voit ce domaine en train de se développer dans beaucoup d'endroits, mais moins en Europe. Il y avait beaucoup d'espoir, en particulier en Europe du Nord. Et en fait, il y a beaucoup de projets qui ont été soit retardés, soit annulés. Donc, malheureusement, la croissance qu'on voit dans ces usines, elle est plutôt en Amérique du Nord et plutôt en Asie aujourd'hui. En fait, pour un industriel comme vous, comme Air Liquide, François Jacov, c'est quand même beaucoup plus simple aux États-Unis, non, de développer ces structures, ces projets? Alors, les États-Unis ont beaucoup d'avantages et donc effectivement, on voit un fort dynamisme aux États-Unis, mais c'est pas la panacée. Et en Europe, on arrive tout à fait à développer des projets. En Asie également. Donc, il faut s'adapter à chaque environnement local et je pense que c'est la force du groupe Air Liquide. C'est aussi pour ça que dans notre industrie, on a probablement eu le plus de succès commerciaux cette année, grâce, j'allais dire, au travail et à la qualité de nos équipes et à la compréhension des besoins de nos clients, mais aussi de l'environnement dans chaque pays dans lequel on opère. Je m'en souviens, votre prédécesseur, Benoît Potier, il était venu en studio avec une voiture à hydrogène et il nous avait expliqué que c'était l'avenir, les voitures à hydrogène. Alors, il y a toujours quelques taxis bleus là, qu'on voit circuler dans Paris. Peut-être que vous êtes venu en voiture à hydrogène, mais enfin, on voit bien que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce que avait peut-être imaginé Benoît Potier. On voit même que Luca De Meo a annoncé hier qu'il arrêtait sa filiale, sa cofiliale, filiale, je crois qu'il s'appelait comme ça, parce qu'elle était déjà au bord de la faillite. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même la fin de la voiture à hydrogène ? Alors là, on est dans une phase où il y a eu beaucoup d'excitation autour de l'hydrogène. Oui, la bulle, elle a fait pouf. Probablement trop, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensaient que l'hydrogène allait être la solution miracle pour mettre partout. Notamment un dirigeant d'Air Liquide. Non, on a toujours été extrêmement cohérent et Benoît Potier était très clair aussi dans la stratégie qu'il a dressée, à savoir... l'application première de l'hydrogène, c'est ce dont on a parlé, la décarbonation de l'industrie. Et on voit que, là encore, ce n'est pas l'unique solution. Il y a le captage du CO2, par exemple, mais c'est une solution qui est extrêmement importante. Et pour la mobilité, le créneau qui convient à l'hydrogène, c'est plutôt la mobilité lourde. Donc, les voitures individuelles, que ce soit des petits véhicules ou même des taxis, c'est pas le créneau aujourd'hui. Le créneau qui continue à se développer et qui a une bonne dynamique, ce sont plutôt les camions et les bus. Il y a plusieurs dizaines de milliers de bus et de camions qui sont en circulation. Alors, pas beaucoup en France, pas beaucoup en Europe, même si les choses sont en train de se développer, mais vous en voyez beaucoup en Corée, au Japon et en Chine tout particulièrement. Et l'avion ? Alors l'avion, vous avez sûrement suivi les annonces d'Airbus hier, qui a confirmé que c'était une solution qui était tout à fait envisageable, mais qui décale globalement son projet, principalement pour des raisons de mise en place de l'infrastructure. Parce que là, c'est un vrai sujet. Et on revient taille de réservoir, il y a le fait que ça soit maintenu à combien? Ça fait moins combien? C'est
plus de moins de 270 degrés. En fait, c'est extrêmement bas en termes de température. Mais c'est surtout qu'il faut construire toute une infrastructure. Et là, on touche aussi du doigt un des points qui bloque en Europe et qui probablement a besoin de bouger. C'est le fait qu'en Europe, on a décidé à la fois de fixer des objectifs, mais aussi des moyens, en fait, et de fixer et de figer des technologies. Par exemple, pour la fourniture d'hydrogène, on a imposé de l'hydrogène bas carbone, mais en plus fait avec des électrolyseurs, par exemple. Dans d'autres pays comme en Corée, ils ont mis en place une infrastructure, ils ont fait la promotion des véhicules, mais en laissant, j'allais dire, toutes les qualités d'hydrogène pour l'instant et en le décarbonant progressivement. Je vous ai signe parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes, vous voyez, ça passe vite, et on a encore... Il y a quand même l'intelligence artificielle, parce que c'est... Vous surfez justement sur le... Enfin, en tous les cas, c'est ce que vous souhaitez faire. Déjà, vous le faites sur l'intelligence artificielle. Ce que je voudrais que vous rentriez un peu plus dans le détail, c'est où est-ce que vous intervenez exactement? Sur les semi-conducteurs, vous intervenez où? Alors, il y a deux volets. Il y a nos clients qui sont portés par la vague de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Donc là, ce sont les semi-conducteurs, où on fournit des gaz extrêmement purs pour la fabrication, soit des puces, soit des mémoires. Et là, on voit qu'il y a eu une accélération de la demande. C'est ce qui porte nos grands projets d'investissement en Asie, aux États-Unis et probablement en Europe également. Mais pas encore en Europe. Donc, attendez quelques mois peut-être pour quelques annonces qui seraient... Et grands projets comment concrètement, c'est quoi exactement? Alors, c'est des grands projets pour construire des grandes fabs qui vont faire des puces qui sont nécessaires pour faire tourner tous les serveurs et tous les ordinateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Quand vous dites Asie, vous pouvez travailler avec DeepSeek, par exemple? Alors, on ne va pas travailler directement avec DeepSeek, on va travailler avec les acteurs qui font les puces, qui vont vendre en fait dans l'écosystème, aux gens qui travaillent. Donc ça, c'est un vrai vecteur de croissance long terme pour nous. Il y a bien sûr aussi l'intelligence artificielle pour nous, Air Liquide, en tant qu'entreprise, et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour augmenter notre productivité, pour innover. On a quelques exemples très intéressants en recherche où on a utilisé l'intelligence artificielle générative pour imaginer des nouveaux matériaux pour séparer les gaz. Mais c'est aussi le potentiel d'offrir des nouveaux services, en particulier à nos patients, qu'on suit à domicile, où il y a des interfaces digitales et où l'intelligence artificielle pourra apporter de la valeur. Sachant que dans toutes ces applications, c'est notre valeur. On pense qu'il faut garder l'humain au centre de toutes ces applications. Ça tombe bien, justement, je voulais finir sur la valeur. Comment faire pour que la valorisation, là je disais, on a commencé, je vous ai félicité parce que c'est un jour historique pour vous, enfin pour votre cours de bourse. Comment faire quand même pour que la valorisation d'Air Liquide soit plus forte, soit plus élevée? C'est probablement à nous de faire un meilleur travail pour vendre qui on est et le potentiel d'Air Liquide. Je pense que c'est reconnu par un certain nombre d'acteurs, mais probablement pourrait l'être plus. Le fait qu'on soit européen et quelque part dans le marché mondial un handicap, il y a, toutes choses étant égales par ailleurs, une différence de valorisation sensible entre nos concurrents aux États-Unis et nous-mêmes. Donc il faut probablement aller chercher plus d'investisseurs américains. Il faut être plus connu sur ce marché-là. Et je pense qu'il faut qu'on continue à montrer tout le potentiel d'Air Liquide, notre capacité incroyable de résilience dans des moments turbulents, et on est dans des moments turbulents, mais aussi notre potentiel de croissance sur les grands marchés porteurs de nos sociétés. Vous pourriez aller faire... comme, je sais pas, comme Total Energy, une double cotation à New York, c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Alors, on est toujours, bien sûr, en train de regarder les différentes options pour valoriser au mieux le groupe Air Liquide. Ceci étant dit, on est extrêmement attaché à la place de Paris. On est une entreprise internationale, mais avec des racines françaises. Et donc, à ce jour, notre place de cotation est Paris et reste Paris. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci. François Jackow, donc record historique pour le cours de bourse et record historique pour votre bénéfice et une marge opérationnelle qui va être encore meilleure en 2025. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end. Voilà, c'est la fin de ces grandes interviews. C'était donc François Jackow, le patron directeur général d'Air Liquide. Tout de suite, vous retrouvez pour le journal Guillaume Paul. Et ensuite, c'est Fred Mazzella. Et nous, on se retrouve bien sûr lundi. Bon week-end. La grande interview sur BFM Business.